et bienvenue à toutes et à tous dans les dossiers psycho. Et notre dossier de ce jour est dédié aux sentiments d'abandon, mais surtout aux solutions, car elles existent pour guérir du sentiment d'abandon. Et c'est donc Jean Dorido qui sera à nos côtés cette prochaine demi-heure pour nous aider justement à mieux comprendre ce sujet, mais surtout à nous apporter des pistes de solutions. Jean Dorido, bonjour. Bonjour Émilie. Donc, vous êtes docteur en psychologie et expert en développement personnel, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Vous êtes également créateur de l'application Zenfi, dédiée à la méditation. Certains reconnaîtront votre voix car vous intervenez en radio, c'est ça? Vous pouvez en citer Oui, quelques-unes? toutes les semaines, ma chronique Ça va mieux en le disant sur Sud Radio. Et je passe aussi régulièrement, généralement tous les mois, sur France Bleu, dans l'émission consacrée au bien-être dans la vie quotidienne. D'accord. Et en télé aussi, je crois. C'est bien ça? Alors, il m'arrive, c'est vrai, de passer assez régulièrement dans l'émission Crime et Faits divers sur Énergie 12, dans l'émission de Jean-Marc Morandini, D'accord. pour, ma foi, tenter de comprendre, d'expliquer, si c'est possible, ce qui se passe dans la tête des criminels lorsqu'ils passent à l'acte. D'accord. Très intéressant. Peut-être qu'un jour, on abordera ce sujet ensemble. Pourquoi pas, c'est fascinant. Oui. De quoi on parle quand on parle d'abandonnisme, de sentiment d'abandon? Alors en fait, c'est vrai que certaines personnes souffrent de ce qu'on peut appeler une blessure d'abandon. Généralement, c'est quelque chose qui va trouver sa racine dans l'enfance, hein, comme c'est souvent le cas en psychologie. La période de l'enfance est une période durant laquelle on se construit, c'est une période d'apprentissage, et notamment l'enfant, dès vraiment les toutes premières semaines de son existence, va apprendre l'aspect relationnel de l'existence, notamment à travers les relations qu'il entretient avec ses parents. Et pour diverses raisons, il peut arriver que une personne, voilà, un petit garçon, une petite fille, très souvent à l'âge d'être bébé, eh bien, se sentent abandonnés. Ça ne veut pas dire que les parents ont effectivement abandonné l'enfant. Ça peut arriver, par exemple, à l'occasion de l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur. Les parents sont mécaniquement beaucoup plus, je dirais, occupés par le nourrisson, et donc, je dirais, de façon un petit peu, encore une fois, mécanique, ils s'occupent moins, ils ont moins de disponibilité pour l'aîné, et donc à cette occasion, typiquement, eh bien, l'enfant peut ressentir un sentiment d'abandon. Alors, il y a des personnes chez qui tout ça, je dirais, se passe très bien et il n'y a pas vraiment de blessure qui reste. Et puis, il y a des personnes, eh bien, chez qui ce sentiment d'abandon va rester un peu comme une blessure. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se brûlerait et qui resterait, je dirais, sensible. Dès qu'on va toucher ou même approcher la main de la blessure, ça va réactiver de la douleur. Et c'est le cas pour certaines personnes qui, même à l'âge adulte, eh bien, vont conserver ce que l'on appelle une blessure d'abandon. Et cette blessure va avoir des répercussions dans leur vie sentimentale et même, je dirais, dans leur vie relationnelle au sens large. Très bien. Alors là, vous avez abordé effectivement l'arrivée du petit frère, de la petite sœur, etc. Est-ce qu'il y a d'autres causes fréquentes que vous rencontrez par exemple? Alors oui, les causes fréquentes, ça peut être même de déposer l'enfant chez les grands-parents, par exemple, à l'occasion notamment des grandes vacances. Les parents souvent veulent bien faire. Ils disent voilà, nous on travaille, on est peu disponible, ce sont les vacances, on va mettre l'enfant ou les enfants à la campagne, chez leurs grands-parents, ils seront bien. Et là aussi, certains enfants peuvent mal vivre cette expérience. Ça peut être des parents qui sont paradoxalement très très amoureux l'un de l'autre, comme ça arrive fréquemment chez les personnes oui, qui décident de faire un enfant. Toutefois, eh bien, il peut arriver que cet amour un peu fusionnel des parents eh bien, ait du mal à faire de la place, à faire de l'espace pour le nouveau-né. Et c'est aussi une situation typique de personnes qui ont du mal à, je dirais, se sentir aimées. Et donc, elles se sentent abandonnées. Elles ont le sentiment que, voilà, il n'y a personne pour les aimer. Et ce sentiment d'abandon peut avoir des répercussions, notamment sur l'estime de soi, puisque la personne finit par se dire, parfois sans s'en rendre compte, à un niveau inconscient de son esprit, elle finit par se dire qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle ne mérite pas d'être aimée.
D'accord. Alors, est-ce que cette blessure d'abandon vient forcément de l'enfance ou est-ce qu'elle peut intervenir plus tard? Ça peut arriver voilà, suite à des traumatismes dans la vie ou c'est vraiment ancré dans l'enfance? Alors là, pour le coup, voilà, je vais vraiment faire une réponse de psychologue vraiment On vous classique. écoute. C'est quand même quelque chose qui trouve sa racine dans l'enfance. Les recherches les plus récentes sur la construction affective de l'enfant sont rangées dans le champ qu'on appelle la théorie de l'attachement. Et vraiment, clairement, les savants observent que, eh bien, dans les tout premiers mois de l'existence, on va dire finalement, durant peut-être les 24 premiers mois de l'existence, eh bien, l'enfant va vraiment développer un style relationnel, un style d'attachement avec deux grandes catégories d'attachements différents. Après, bien sûr, on peut davantage détailler. Il y a deux grandes postures, deux grands styles d'attachement. Il y a ce qu'on appelle l'attachement sécure, c'est-à-dire que la personne se sent vraiment en sécurité affective. Et puis, il y a un attachement insécure. La personne n'est pas à l'aise, elle est, pour revenir à des termes de psychologie clinique plus classiques, elle est dans une forte sensibilité à l'anxiété relationnelle. Donc ça, c'est vraiment les deux grands styles. Et c'est vrai que, je dirais de la même façon que d'un point de vue psychomoteur, eh bien, nous sommes, la plupart d'entre nous, soit droitiers, soit gauchers. Hein. Il y a des personnes ambidextres, certes, ça reste malgré tout très rare. Hein. Nous sommes soit droitiers, soit gauchers. Ça ne nous empêche pas de nous servir de l'autre main, hein, de celle qui est la moins à droite. Toutefois, on a quand même une tendance naturelle à être plus à l'aise à utiliser sa main directrice. Eh bien, c'est la même chose, en fin de compte, sur notre style relationnel en termes d'attachement. Nous, je dirais, au sortir de la petite enfance comme ça, vers l'âge de 2 ans, manifestement, on a développé un style d'attachement et ce style d'attachement va justement être stable, il va nous accompagner tout au long de l'existence. Bien sûr qu'on peut avoir un attachement sécure et malgré tout se sentir abandonné et souffrir d'abandon, hein, évidemment. Toutefois, on ne sera pas dans ce cas vraiment de blessure qui serait active de façon exagérée. Hein, j'emploie le terme exagéré, ça n'est pas un jugement, il n'est pas question de disqualifier les personnes qui seraient abandonniques, comme disent certains psys. Simplement, c'est pour leur confort. Hein, pour leur confort, elles se rendent compte elles-mêmes qu'elles sont dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce que leur réaction est exagérée, de la même façon qu'une personne phobique va réagir de façon exagérée devant un insecte. Hein, même si nous sommes nombreux à être pas à l'aise avec les insectes, à avoir un petit peu peur, mais voilà, il y a une espèce de mesure, et c'est vrai que la personne abandonnique va surréagir en cas d'abandon. Voilà, alors justement, là était ma prochaine question. Quelles sont les conséquences fréquentes que l'on peut observer donc à l'âge adulte chez quelqu'un qui souffre d'abandonnisme? Alors les conséquences fréquentes, en réalité, il y a deux pièges majeurs à éviter. Il y a bien sûr le piège de l'isolement. Hein, c'est ces personnes qui justement vont développer une faible estime de soi, elles se sentent abandonnées, elles ne se sentent pas à la hauteur et finalement elles vont s'isoler parce qu'elles voient finalement les autres comme une espèce de danger potentiel, se disant que de toute façon, quand bien même elles s'attacheraient, elles seront à nouveau abandonnées, elles sont dans une espèce d'appréhension comme ça qui les empêche de vivre une vie relationnelle satisfaisante. C'est un premier écueil. L'autre écueil, finalement, on se retrouve dans l'autre extrême, ce sont les personnes qui vont avoir tendance à développer des relations extrêmement fusionnelles, puisqu'en réalité, elles restent dans une espèce de fantasme de relations très infantile en réalité, hein, puisque la blessure d'abandon remonte à la toute petite enfance, donc c'est une période de l'existence où l'enfant, et c'est nécessaire, est complètement fusionnel avec ce qu'on appelle justement sa figure principale d'attachement. Alors la figure principale d'attachement, ça peut être la maman, c'est souvent le cas, ça peut être le papa, si la maman est plus absente pour diverses raisons, ça peut être encore une autre figure, hein, les enfants qui, hélas, voilà, pour les circonstances de la vie, ne grandissent pas auprès de leurs parents, eh bien, vont développer une figure principale d'attachement, le grand-père, la grand-mère, une tante, un éducateur ou autre. Bon. Et donc, si vous voulez, bien sûr qu'il est nécessaire de rappeler que pour qu'il y ait blessure d'abandon, il faut qu'il y ait au départ une relation nourrie.
il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'absente pour que le sentiment d'abandon puisse naître. Les personnes qui sont seules au monde depuis toujours, hélas, bon, on l'a vu avec les travaux sur l'hospitalisme, ne se développent pas correctement. Donc, les personnes qui souffrent d'abandon, c'est qu'il y a eu une figure idéale, très fusionnelle dans la toute petite enfance, et puis, pour une raison ou pour une autre, il y a eu un sentiment que cette figure disparaissait subitement, donc abandonnait l'enfant. Et donc, c'est le deuxième écueil, c'est que la personne souffrant d'abandon va chercher, parfois inconsciemment, à retrouver une figure idéalisée d'un amour total, un amour fusionnel, et ça, c'est parfois compliqué à vivre dans la vie de tous les jours parce que la fusion, même en sciences physiques, on le rappelle, la fusion c'est quand 1 plus 1 ça fait moins de 2 et donc ça peut faire des relations très douloureuses à l'arrivée. Oui, c'est ça. Comment on peut justement aider quelqu'un qui a ce type de pathologie, si on peut dire ça comme ça? C'est-à-dire que si on est en relation avec quelqu'un qui souffre d'abandonnisme, par exemple, comment l'aider, comment déceler, être sûr que c'est ça, et comment l'aider? Alors, si on veut aider une personne abandonnée, il Voilà. ne faut pas l'abandonner déjà, c'est Déjà. important. Mais en tous les cas, et soi-même pour s'épanouir dans ce type de Oui, relation. oui, bien. Alors si c'est une relation amoureuse avec une personne abandonnée, d'abord, si on commence par donner quelques pistes pour les personnes qui elles-mêmes souffrent d'abandon, comme toujours, la première étape, ça va être précisément une prise de conscience. Ça va être justement de réussir, sans se juger pour autant, réussir simplement à se dire, voilà, maintenant je me connais, je sais que je suis dans l'angoisse permanente d'être abandonné et donc d'être dans ce sentiment que ça vient de moi. Hein, l'exemple typique, la personne va faire un texto voilà, à son amoureuse ou à son amoureux, et puis 5 minutes passent, pas de réponse, ça commence à s'angoisser, 10 minutes passent, toujours pas de réponse, la grosse anxiété, et puis un quart d'heure passe, et alors là, ça va être des textos toutes les 5 minutes, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais pourquoi tu m'en veux, et ça peut se terminer avec parfois des insultes, voilà, au bout de quelques heures seulement, alors que la personne était simplement, voilà, en panne de batterie, ou avait égaré son portable chez elle, bref. Et donc, c'est de réussir déjà, à titre personnel, d'être en conscience de cette fragilité. Nous avons tous nos fragilités, c'est déjà d'être en conscience soi-même, de dire voilà, moi je sais, j'ai cette fragilité-là, j'ai tendance à me sentir abandonné, et donc il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas le cas. L'exercice typique qu'on peut faire d'un point de vue très comportemental dans ces cas-là, c'est que quand il y a justement une absence, absence de réponse à un texto, absence à un rendez-vous, la personne a un rendez-vous, elle ne comprend pas, voilà, l'autre n'est pas là. C'est toujours l'angoisse qui arrive en premier. La première explication, c'est l'angoisse. La personne ne veut plus me voir, elle est fâchée, ça y est, elle m'a abandonné, elle est partie. Bon, donc il faut accepter cette angoisse-là. L'exercice à faire du comportemental, c'est d'aller trouver systématiquement 3 autres explications plausibles. Peut-être que la personne a oublié le rendez-vous, peut-être qu'elle a eu une urgence, elle n'a pas pu me prévenir, peut-être qu'elle est coincée dans un métro ou dans le bus, une zone où il n'y a pas de réseau, et voilà, elle est dans l'incapacité de m'envoyer un message. Et c'est un bon exercice parce que déjà, ça travaille un petit peu à ouvrir l'esprit sur d'autres possibilités et ça a tendance à atténuer les angoisses. Ça, c'est des conseils que l'on peut donner aux personnes qui ont le sentiment que peut-être elles souffrent d'une blessure d'abandon. Pour l'entourage, tout le travail, ça va être de trouver la bonne distance. C'est-à-dire que justement, c'est important, on le disait tout à l'heure sur le ton de l'humour, de ne pas abandonner la personne, bien sûr. C'est important aussi de ne pas la suivre dans quelque chose de fusionnel. Oui, d'entretenir. Oui, parce que ça, c'est pas bon. Encore une fois, la fusion, ça crée des relations à l'arrivée qui sont violentes, parce que, y compris les personnes abandonnées, qui au bout d'un moment finissent par elles-mêmes avoir besoin de respirer. Et donc, ça va être un travail qui se fait à deux, et voilà, quand on s'aime, c'est un travail qui est très agréable, de trouver la bonne distance, d'apprendre ensemble, d'apprendre à deux, à trouver la bonne distance et à toujours se rassurer sur les fondamentaux. Voilà, de se dire, voilà, ne t'inquiète pas, voilà, je serai là, et en même temps, tu comprends voilà, que c'est normal, chacun a besoin, même matériellement, d'avoir un peu de temps pour travailler, pour s'oxygéner, et ça, c'est un apprentissage en réalité. D'accord, donc effectivement, si on est l'autre, donc il faut avoir des mots plutôt rassurants et effectivement, donc déjà d'en discuter ensemble pour arriver à trouver même des petits exercices à faire à deux et
et voilà, d'avancer sereinement. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est vrai pour les personnes abandonniques, c'est vrai, je dirais, pour toutes les relations amoureuses et même les relations sociales au sens large. Tant qu'il y a du dialogue, tant qu'il y a du respect, hein, se respecter soi-même, respecter l'autre, hein, c'est les principes de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Hein, c'est vraiment, et ça aussi c'est un apprentissage, c'est un entraînement, hein, vraiment réussir à s'entraîner, à exprimer ses besoins, à exprimer ses ressentis sans accuser l'autre. Ça veut dire voilà, je te demande de me respecter, voilà ce que je ressens. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et si l'autre, ma foi, travaille dans le même sens, d'écouter, d'exprimer lui aussi ce qu'il ressent, là, on vit de très très belles histoires. D'accord. Et alors, donc, pour revenir un petit peu à l'origine de ça, on a parlé donc, des origines de l'enfance, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer de ce côté-là ou c'est simplement à l'âge adulte, voilà, on a conscience de son souci et puis on avance avec malgré tout ou est-ce qu'il y a Alors, des merci de petits cette conseils? très bonne question, Émilie. Alors, sur la réparation de l'enfance, il y a différentes choses. C'est vrai que même si l'enfance est passée, par définition, on ne peut pas la refaire. Toutefois, ça peut vraiment aider certaines personnes eh bien, de revenir sur cette période avec les parents, de dire, tu sais, voilà, quand mon petit frère, ma petite sœur est arrivé, je me demande si aujourd'hui, c'est pas encore difficile pour moi à vivre. Et parce que d'avoir certains mots à ce moment-là, de dire ah mais enfin tu comprends avec ton père, on avait tellement peur parce que s'il suffit que le petit dernier ait une santé fragile par exemple, alors évidemment les parents vont être beaucoup dessus et donc, tu comprends on avait tellement peur avec ton père et ça peut être l'occasion de s'entendre dire eh bien qu'on est aimé, que voilà, ça peut vraiment participer, hein, le fait d'en reparler avec ses parents, ça peut vraiment aider à quand même venir guérir un petit peu cette blessure. Ça, c'est vrai. Et ça peut participer à donc un autre aspect hein, sur la guérison de l'enfance, c'est finalement quelle histoire je vais me raconter sur ma propre enfance. C'est-à-dire que, encore une fois, le passé n'existe plus. Ce qui existe, c'est l'idée que je me fais du passé. Et on peut parfois s'auto-manipuler, je dirais, en partant dans comment dire, des romans personnels qui ne sont pas la réalité ou en tout cas qui ne sont pas satisfaisants pour bien vivre sa vie. Donc c'est vrai que ça peut être en discutant avec ses parents, ça peut être avec un psychologue ou un psychothérapeute à l'occasion d'une thérapie personnelle, de revenir sur son enfance, c'est assez classique, hein, c'est un des fondements de la psychanalyse, revenir sur son enfance pour finalement se réapproprier son histoire et se la raconter différemment jusqu'à trouver finalement un récit qui soit satisfaisant pour soi, qui finisse finalement par permettre à la personne de se dire dans le fond, je ne suis pas abandonnique finalement, voilà, je suis comme je suis, voilà, j'ai besoin d'être aimé, peut-être plus que d'autres, et déjà de s'accepter tel que l'on est, ça fait le plus grand bien. Et puis, peut-être un autre point, un troisième point pour la guérison de la blessure d'abandon, c'est tout ce qui peut aider à travailler l'estime de soi, puisque c'est vrai que ce sentiment d'avoir été abandonné, ça peut avoir une conséquence assez négative sur l'idée que la personne se fait d'elle-même. Hein, il y a l'idée qu'elle se fait de son enfance, il y a l'idée qu'elle se fait d'elle-même, et donc les personnes qui, ma foi, souffrent d'une blessure d'abandon peuvent en réalité se dire dans le fond que elles ne sont pas dignes d'être aimées, elles n'ont pas le droit finalement à l'amour et faire un travail autour de l'estime de soi, ça c'est quelque chose qui peut faire le plus grand bien. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors j'ai une autre question. Donc on associe tout cela bien sûr à l'enfance. Si soi-même donc on est parent, on sait qu'il n'y a pas de recette magique pour être de bons parents, c'est toujours très compliqué. À quoi faut-il être vigilant pour éviter que son enfant souffre, alors qu'on ne veut absolument pas le faire souffrir. Mais voilà, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça? Écoutez, les petites choses, ça, merci de le rappeler, Émilie, c'est sûrement le métier le plus difficile au monde, le métier de parent. Simplement, c'est vrai que d'être, je dirais, vigilant aux demandes et aux besoins de l'enfant, ça c'est vraiment très très important, notamment dans cette tendre enfance comme ça, les 24 premiers mois,
d'être vigilant. Alors en plus, là, c'est très compliqué parce que dès que vous mettez un spécialiste de la tendre enfance, vous avez au moins 2 avis différents. Simplement, voilà, n'hésitez pas à vous faire vos propres convictions. C'est vrai que c'est vraiment important. Enfin, il faut quand même, d'un point de vue, je dirais même anthropologique, il faut quand même bien mesurer à quel point l'enfant naît finalement dans le sein de sa mère. Et là, pour le coup, la fusion, elle est physique. Hein, vraiment, c'est quelque chose d'assez inouï d'ailleurs, la naissance de la vie comme ça. Et donc, il y a une vraie fusion. Et de cette fusion, il arrive un moment, voilà, c'est la nature, il faut bien y aller, et c'est un moment de séparation. Donc là, l'enfant sort, il arrive au monde, et c'est très très important durant ces premières heures, premiers jours, premières semaines, premiers mois de l'existence, d'être vraiment vigilant à ce qu'il soit le plus entouré possible, bien sûr le plus aimé évidemment, simplement qu'il puisse développer ce sentiment de sécurité. Encore une fois, les termes de l'attachement, c'est sécure, insécure, donc vraiment qu'il puisse se sentir en sécurité. C'est difficile pour un adulte de réaliser ce que peut être le monde d'un enfant. Donc vraiment, voilà, d'avoir cette vigilance, d'être très très présent, d'être physiquement présent. Le bébé est très sensible aux odeurs, très sensible aux sons. Donc vraiment, le pot à pot, bien sûr. Enfin, vraiment d'être très enveloppant, je dirais, dans la tendre enfance. Passé 2 ans, c'est important d'être vigilant et aimant, évidemment. Toutefois, voilà, il y a quand même déjà des bonnes bases. Voilà, il y a le fameux objet transitionnel de Winnicott, il y a le doudou. Donc après, c'est un peu différent. Mais ces 2 premières années, c'est dur. Hein, les 2 premières années, pour les parents, souvent, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir. Voilà, bon, c'est très compliqué. Simplement d'avoir quand même, un peu comme dans un tunnel, là, pour le coup, dire, allez, on tient le coup, 2 ans, présence vraiment H24, et puis voilà, après on peut être un peu plus relax et bien sûr aimant et vigilant. Encore une fois, aux besoins qui sont vraiment des besoins individuels, c'est-à-dire que même dans une même fratrie, les parents sont parfois surpris d'avoir des réactions différentes, parce que ça c'est un fait et c'est heureux, nous sommes tous différents, et il y a des enfants qui vont avoir une sensibilité, quelque chose, ils vont être très très demandeurs, vraiment très sensibles à la présence, et là c'est important, encore une fois, d'être à l'écoute de cette demande, et puis d'autres qui sont voilà, plus autonomes, plus tôt, et bon, bah, écoutez, chacun son style, et c'est très bien comme ça. Très bien, merci beaucoup. Alors pour résumer, si soi-même donc on souffre de ce sentiment-là, on prend du recul, c'est ça, si on est en situation de stress parce que pas de réponse à un SMS, parce que tout ça, donc il y a les 3 hypothèses, on va dire, pourquoi ne me répond-il pas, donc voilà, il faut arriver à trouver des solutions rationnelles, on va dire, c'est Oui, ça? exactement. Ça, Voilà. c'est très très puissant. Ça, c'est très important. Et puis, si effectivement, donc on est plutôt le compagnon ou l'ami de cette personne-là, donc de trouver des mots rassurants, de l'accompagner, de trouver des petits exercices à 2, hein. Voilà, de se soutenir en tous les cas. Oui, c'est exactement ce que vous dites, hein, c'est vrai. La personne qui soit... Bon, déjà, là, je dirais peut-être un chapeau, hein, comme toujours, quand on fait de la psychologie, une des règles d'or, c'est de ne pas se juger. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que les jugements, pour le coup, sont complètement stériles et n'aident pas à évoluer, à se transformer positivement. Donc, si on est... Ma foi, si on pense qu'on est un peu abandonné, qu'on souffre d'abandon, première chose, c'est de ne pas se juger. Ça arrive à plein de gens très bien. Et effectivement, sans se juger, et être dans une prise de conscience, de dire voilà, je sais que j'ai cette fragilité-là, donc je réagis de façon un peu particulière, c'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un digne d'être aimé, simplement d'avoir cette vigilance et, comme le rappelait Émilie à l'instant, effectivement, s'entraîner, vous avez très bien fait de rappeler cet exercice, quand on est dans une angoisse d'abandon, systématiquement aller chercher d'autres explications quand on a une absence comme ça, plutôt que de tomber dans les angoisses. La personne qui vit avec une personne abandonnique, c'est pareil, ne pas la juger, tâcher de l'accepter comme elle est. Nous avons tous nos difficultés, parfois même nos handicaps. Hein, quand on va se promener avec une personne à mobilité réduite,
on sait qu'elle marche moins vite. Voilà, donc on s'adapte. Hein, voilà, on ne va pas lui reprocher d'être comme elle est. Voilà, bon, c'est comme ça. Et donc, on sait qu'elle marche moins vite et on la prend telle qu'elle est. Et c'est aussi de s'autoriser à ce moment-là, parfois, de dire bah, écoute, là, je te propose qu'on se retrouve sur place plutôt que d'y aller ensemble, parce que voilà, là, je ne suis pas forcément dans l'énergie de m'adapter à ton rythme. C'est vraiment d'être dans un échange respectueux, aimant et bienveillant. Hein, c'est vraiment, voilà, quand il y a du respect, de l'amour, de la bienveillance, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis peut-être le dernier point, pour rester sur une note réaliste et donc optimiste, il est possible de guérir de la blessure d'abandon justement à travers un travail personnel. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la psychanalyse, ça peut être de l'EMDR, ça peut être de la méditation, ça peut être même tout ça ensemble. Travailler à l'estime de soi, travailler à développer de belles relations, des relations amoureuses évidemment, et des relations sociales justement fondées sur le respect, l'amour au sens large et la bienveillance. Ça vient nourrir quelque chose chez vous qui en a besoin et en faisant comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, ce n'est pas possible. Alors justement, j'allais y arriver. On peut tout à fait vous consulter, c'est ça? Oui. En privé. En privé. Comment ça se passe en fait si on souhaite vous consulter? Alors, quand quelqu'un vient me consulter sur le sujet, mon domaine de prédilection, c'est l'hypnose. Et donc, on peut, lors de séances d'hypnose, eh bien, aider la personne à se revaloriser, à nourrir son estime de soi. Ça peut être typiquement autour d'un travail sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Hein. Paradoxalement, quelqu'un qui se sent abandonné va pouvoir mobiliser des ressources inconscientes en imaginant sous hypnose qu'au contraire, elle s'occupe d'un enfant précisément abandonné. Cet amour qu'elle va donner, qu'elle va vivre sous hypnose, va en fin de compte venir nourrir son manque d'amour à elle. Et ça, typiquement, c'est vrai qu'en quelques séances, on peut vraiment trouver des personnes qui progressivement sortent de cette insécurité et finissent par guérir de cette fragilité qui est plus une fragilité qu'une pathologie. Hein. Si vraiment on cherche une pathologie en psychologie clinique, on parle d'anxiété en fait. Hein. Ce sont des personnes qui sont sensibles à l'anxiété relationnelle. Pour autant, encore une fois, ce n'est pas une pathologie, vous n'êtes pas malade, simplement vous avez cette fragilité autour de la sécurité affective et relationnelle et ça se guérit très bien. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, je le rappelle, si donc, vous avez cette petite fragilité, vous pouvez tout à fait consulter Jean Dorido en consultation privée, donc soit par téléphone ou encore en cabinet. Il vous suffit donc de l'appeler au 01 75 75 00 71 et vous demander tout simplement un rendez-vous avec Jean Dorido. Merci beaucoup, Jean. Merci, Émilie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. D'ici là, soyez heureux et prenez bien soin de vous. À bientôt.